il dit en parlant de Gauguin, c'est un être vierge, mais avec des instincts de sauvage. Je crois on a vraiment la double nature de Gauguin, le côté, sa pureté profonde, qui existe, qui est réelle. Quelqu'un parle aussi, un témoin parle de son sourire très doux, alors qu'il est complètement, en même temps, il parle haut et fort, avec souvent violemment, mais il a un sourire très doux. Question de fond. Une série proposée par Regard Protestant. Deux artistes, deux tempéraments, deux visions du monde. Paul Gauguin et Vincent van Gogh se sont rencontrés, admirés, affrontés et séparés. Leur amitié fut brève, intense, parfois violente, mais elle a profondément marqué l'histoire de l'art moderne. Derrière la légende, derrière le drame d'Arles, se joue aussi une histoire spirituelle, une quête de sens, une interrogation sur la souffrance, la fraternité, la foi. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Martine Lecoq. Historienne de l'art, spécialiste de Gauguin, elle travaille depuis de nombreuses années sur les liens entre création artistique, héritage chrétien et parcours spirituel. Avec elle, nous allons revenir sur l'amitié complexe entre Gauguin et Van Gogh, mais aussi sur un aspect souvent méconnu de Gauguin, son rapport au christianisme, au protestantisme et à la figure du Christ. Une conversation au croisement de l'art, de l'histoire et de la foi. Martine Lecoq, pour commencer, comment décririez-vous la relation entre Paul Gauguin et Vincent van Gogh ? Une amitié, une confrontation ou une quête commune malgré tout ? Une quête commune sûrement. Deux êtres qui ont foi dans l'art, une foi totale, qui sont complètement dédiés à l'art. Une amitié sûrement pas, tout au moins d'amitié de Gauguin pour Van Gogh, je crois pas. Une fascination de la part de Van Gogh pour Gauguin, oui, c'est très net. Après, ils sont tous deux contemporains. Gauguin a 5 ans de plus que Vincent. Ils vont se confronter, se fracasser un peu l'un dans l'autre à Arles à la fin de l'année 1888. Mais pour des raisons totalement différentes. C'est-à-dire que Vincent a un idéal de fraternité artistique, un besoin de faire un peu une chapelle ardente de l'art, je dirais, à Arles. Et l'autre vient simplement pour honorer un contrat avec Théo. Donc déjà, il y a un grand malentendu de départ. Van Gogh espérait une communauté d'artistes, presque une utopie fraternelle. Gauguin partageait-il cette attente ou avait-il une vision radicalement différente de la création, comme vous venez de oui, laisser non, entendre ? Il n'a absolument pas cette attente. Quand il arrive à la gare d'Arles, il se demande ce qu'il fait là. Il est très inquiet, il le dira plus tard en racontant, il ne sait pas du tout ce qui va se passer. Il vient pour travailler avec Vincent et pour faire plaisir à Théo. Il sait très bien, Théo c'est le marchand d'art, il sait très bien que si on veut se mettre Théo dans la poche, il faut aimer Vincent aussi, ça va ensemble. Leur rencontre à Arles est souvent racontée comme un échec. Peut-on y voir aussi un moment fondateur, décisif pour leur œuvre respective ? Pouvez-vous nous raconter l'épisode d'Arles ? Oui, alors, ils sont à ce moment-là, tous les deux, ils ont atteint quelque chose. C'est-à-dire qu'ils se sont déjà révélés en tant que grands peintres, méconnus, totalement méconnus, incompris, pauvres. Au moins ça, ils ont ça en commun, ça c'est sûr. Mais Gauguin est passé par la Bretagne et là, on peut dire que sont nés les premiers chefs-d'œuvre, qui ont tous des sujets religieux au fond d'ailleurs. C'est le Christ jaune, c'est le Christ vert, c'est un autoportrait sur fond de crucifixion et puis c'est surtout la vision après le sermon. Où il représente le sujet du combat de l'ange avec Jacob. Il y a toujours un fond autobiographique aussi chez Gauguin. À ce moment-là, il est amoureux d'une jeune femme, la jeune sœur d'Émile Bernard. Et un amour malheureux, elle le rejette. Donc on sent bien que dans ce corps à corps de l'ange et Jacob, c'est lui-même aussi, je veux dire, c'est sa pulsion de désir frustré et puis le détachement obligatoire au fond.
Mais quand il vient à Arles, il a acquis quelque chose et il est sûr de lui. Et je dirais que Vincent à Arles aussi, d'une certaine manière, sont les grandes œuvres. Le grand Van Gogh, ça commence à Arles, vraiment. Donc ils sont, d'une certaine manière, ils ont connu leur premier sommet créatif. Quand ils se rencontrent, au début, ça se passe sûrement à peu près bien. Ils vont travailler ensemble. Ils travaillent de manière diamétralement opposée. Van Gogh, il abat le boulot comme un bûcheron, je dirais. Hein. C'est pas encore une toile par jour, mais c'est pas loin. L'autre est complètement fantaisiste, irrégulier. Il rêvasse beaucoup. Enfin, c'est un homme du rêve, Gauguin. C'est le rêve, mais un rêve actif, un rêve, pas un rêve passif. C'est quelqu'un qui veut aller rejoindre son rêve, mais c'est un rêveur et un nocturne, je sais pas comment dire. Et puis, ils ont aussi... donc en fait, on ne peut pas dire que sur le plan créatif, ça va être extraordinaire pour Gauguin en tout cas, et pour l'autre non plus. Mais par contre, c'est une confrontation efficace quand même. Ils ont dû avoir des discussions extraordinaires, tous les deux, des christiques sans église. Mais la figure de Christ est d'une importance énorme pour chacun. C'est jusqu'à la fin de sa vie. Gauguin lit la Bible dans une traduction protestante d'ailleurs. Et ça, on en est sûr, parce que les extraits, il écrit beaucoup à la fin de sa vie, et les extraits qu'il sort de la Bible sont tous tirés d'une Bible protestante. Et le Christ, pour Van Gogh, c'est l'artiste suprême, celui qui fait des œuvres de chair, effectivement, des corps vivants. Mais c'est un Christ de joie chez Van Gogh, je trouve. C'est-à-dire que c'est dans le plein air de la grande nature, de la nature universelle, un peu qu'il le trouve. Gauguin, c'est quand il souffre. C'est évident que c'est un Christ de souffrance. C'est le Golgotha permanent, l'artiste martyr. À ce moment-là, c'est là où le Christ intervient, qui a agrandi sa souffrance et lui donne une espèce de portée universelle, plus consolatrice sûrement. Donc ils ont dû avoir là-dessus sûrement de grandes discussions et ils devaient être assez d'accord sur un certain point, celui du rejet déjà des institutions ecclésiales. Et puis ils ont des tics d'écorché vif un peu de manière différente, mais ils ont ça en commun aussi, ce fait du peintre méconnu, pas compris. Enfin, ils ont ça en commun. Ils devaient quand même à Arles passer pour deux énergumènes. Hein. Je pense que, en plus, Gauguin était très excentrique dans sa manière de s'habiller, avec ses grands chapeaux, toujours son maillot d'ancien marin aussi. Et parfois, alors en Bretagne, il aime se déguiser. Gauguin, en Bretagne, il a une blouse bretonne, des sabots. Alors là, je ne sais pas à Arles ce qu'il en a été, mais enfin bon, il ne devait pas passer inaperçu. Hein, Donc ces deux énergumènes ensemble, ça, ils ont ça en commun, deux personnages absolument hors normes. Quand Gauguin arrive chez Van Gogh, il va remettre de l'ordre dans la maison, il va faire la cuisine. Et Vincent en est très content. Il va écrire à Théo, il fait bien la cuisine. Il faut penser que Gauguin, il a des mains en or un peu, je veux dire, il est très doué de ses mains. Il a comment dire, une idée déjà de l'art total qui est très très rare à l'époque. La peinture, c'est pas mettre la peinture sur un piédestal. On fait pas que de la peinture. Il va sculpter, il va faire des bois sculptés. Il fait des objets utilitaires en même temps qu'esthétiques. Il fait les cadres autour de ses tableaux. Il va apprendre à Vincent à les faire. C'est économique. Il a tout cet aspect-là d'un homme un peu touche-à-tout, en fait. Donc je pense qu'en tant que ces deux vrais grands artistes, donc ça n'a pas pu être que négatif, c'est pas possible. Après, ils ont des désaccords certains. Gauguin raconte ça à sa manière très tardivement. Il dira que Van Gogh n'arrête pas de lui donner des conseils il faut faire comme ci, comme ça, et que s'il est d'une intransigeance telle qu'on ne peut pas parler avec lui longtemps, il a des fureurs. Gauguin dira de Van Gogh qu'il est un volcan. Et de son côté, Van Gogh écrit à Théo que Gauguin est un tigre. Donc on imagine ça dans la paisible Provence. On imagine que c'était quand même assez tempétueux. On parle beaucoup de leur désaccord esthétique. Leur divergence n'était-elle pas aussi spirituelle, voire théologique, dans leur rapport au monde et à la souffrance ? Vous nous faites découvrir un Gauguin qui possède une Bible protestante, et vous nous faites découvrir aussi qu'il va se marier avec une protestante.
Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cet aspect de Oui, Gauguin ? il s'est marié à 25 ans. Il a une épouse danoise, Mette, qu'il rencontre quand il est agent de change dans une banque, au tout début de sa vie. Donc d'ailleurs, une banque protestante, parce que c'est la banque des Bertins, qui sont des gros financiers protestants. D'ailleurs, son patron sera témoin à son mariage, qui se passe dans l'église luthérienne de Paris, rue Chauchat. Et il y baptisera aussi son premier fils, Émile. Et c'est assez intéressant, on ne sait pas trop pourquoi, parce qu'il est né catholique, et c'était risqué à l'époque de faire ça, en fait. Il risquait l'excommunication ou d'être rejeté du sein de l'Église catholique, mais visiblement ça lui était totalement indifférent. Et cette union semble avoir été heureuse, ou en tout cas harmonieuse, pendant une dizaine d'années. Et ils ont 5 enfants. Alors je pense qu'il y a là aussi une compensation par rapport à sa petite enfance à Gauguin, qu'il a vécu. Il est né à Paris, mais il a vécu sa petite enfance au Pérou avec sa mère. Son père était mort. Sa mère était très peu aimante. C'est une mère pas aimante du tout. Elle écrira d'ailleurs à une amie française de Lima, parlant de son fils, en disant, comme si c'était déjà un monstre ou un démon, je ne sais pas, il a 4 ans, hein. Donc c'est quand même un peu tôt pour émettre des jugements aussi lapidaires. Et dans son testament aussi, c'est pourtant un acte vraiment officiel et extrêmement... elle écrira « Pour mon cher fils, en gros, qui se débrouille tout seul, il a su se faire aimer de personne. Quoi. Il n'a su se faire aimer d'aucun de mes amis. Donc on sent bien que c'est elle aussi, enfin, je veux dire qu'elle n'a pas eu d'amour pour lui, il n'en a pas reçu. Donc c'est un peu comme un orphelin. Ce qui n'est pas le cas de Van Gogh, malgré tout ce qu'on peut dire comme critique sur sa famille. Il y a quand même une chaleur humaine quelque part et une fratrie serrée, soudée quand même, où les gens font quand même un peu effort pour comprendre quand même si c'est difficile. Alors Vincent Van Gogh, lui, est petit-fils de pasteur, fils de pasteur. Il est connu comme protestant, connu ou pas d'ailleurs, vous nous le faites découvrir également, ce Vincent Van Gogh, ce grand Hollandais protestant. Est-ce qu'une jonction va se faire avec Gauguin à travers leur attente d'utopie fraternelle entre la réalité qu'ils vont vivre, leur héritage chrétien et protestant, l'un comme l'autre. Gauguin est souvent présenté comme un artiste païen ou anticlérical. Il est très anticlérical. On va l'être de plus en plus. À Tahiti, ça va prendre des proportions. Il se met absolument tout le monde à dos, les catholiques, les protestants. Il est complètement anticlérical. Par contre, il est croyant en Jésus. Il croit dans une espèce de... Comment dire d'une espèce de transformation ou de régénération de l'humanité à venir par l'esprit du Christ. Pour lui, il pense que l'évangile, c'est la base de l'avenir de l'humanité. C'est très clair. Donc c'est une foi un peu collective, je dirais. Et il voudrait, alors surtout vers la fin évidemment, marier ça avec une espèce d'idéal de culte ancien, de mythologie un peu syncrétiste, là on pourrait dire, océanienne, ça va être maori. Enfin, c'est un peu s'essayer de faire ce tressage entre des vieux cultes, des vieilles mythologies et l'esprit du Christ. Je pense que c'est là son souhait, mais peut-être que ça, il s'en rendra compte plus tard, mais après l'épisode Van Gogh, c'est pas encore d'actualité au moment où il rencontre Van Gogh. Mais il est déjà dans ce besoin de revenir aux sources pures d'un endroit, alors c'est très utopique, ça c'est l'utopie de Gauguin, un endroit qui serait pur des méfaits de la civilisation, c'est absolument ça. Donc ça, c'est l'utopie de Gauguin. Et d'ailleurs, il la voit bien, cette utopie. Van Gogh l'écrit à son frère au moment donc de leur cohabitation. Je ne comprends pas Gauguin. D'une part, il veut retrouver sa famille. Donc il s'est séparé dès qu'il est devenu artiste, n'ayant plus de quoi nourrir sa famille, en fait. Et dit, il veut retrouver sa famille et en même temps, il veut aller au bout du monde. Donc on a un Gauguin divisé, je dirais, pour pas dire déchiré. Alors que Van Gogh, même si ça ne dure pas, quand il est dans un endroit, il est un, je dirais. Il y a une espèce d'unité comme ça, il est dans le présent.
Gauguin, il est dans un passé très ancien et dans un futur très lointain. Je dirais, ce côté toujours scindé en deux, un peu comme ça chez lui. En quoi son enfance, vous l'avez dit rapidement, son rapport à sa mère et son environnement protestant. Alors, quand même à ajouter pour son enfance qu'il est quand même le petit-fils de Flora Tristan, qui était quand même une femme de lettres d'un féminisme aigu, qui est donc la mère de cette mère peu aimante. Gauguin la découvrira pas tellement et cherche pas, parce que sa mère fait un peu l'impasse sur cette grand-mère qui a été quand même très originale. Et Gauguin dira simplement: ma grand-mère maternelle était une drôle de bonne femme, c'est tout. Mais c'était une femme remarquable et qui a eu une vie très accidentée, un peu comme celle de Gauguin. On a l'impression que la mère de Gauguin n'a pas compris sa propre mère, comme elle ne comprendra pas son propre fils. Et Gauguin va épouser une protestante, vous l'avez dit. On trouve les actes paroissiaux de la célébration de bénédiction de leur mariage à la Société d'histoire du protestantisme dans un classeur d'archives paroissiales. Est-ce que vous pensez que cet environnement protestant que vous avez mentionné, ainsi que son enfance, ont façonné son rapport à la Bible? Sûrement, ça c'est sûr. Je ne suis pas d'accord avec les catholicisants qui vont dire que ces 3 années d'études au séminaire d'Orléans, qui n'est pas un choix de sa part, c'est sa mère qui l'a mis là, ont façonné son intérêt pour la Bible. Je pense que c'est vraiment ça l'influence protestante, parce que la Bible est son livre tous les jours. Aux îles Marquises, il lit la Bible. Enfin, je veux dire, il la connaît, mais il dit lui-même qu'il revient dessus, revient tout le temps. C'est son grand livre. Ça, je pense que cette importance du livre et du texte, c'est très protestant. Ça vient de là. Après, il faut penser que Gauguin a une personnalité un peu arrogante, qui est très provocante, et que, comment dire, souvent on s'arrête à ça, mais fondamentalement il est aussi très, enfin il a cette hypersensibilité des artistes aussi, mais ça c'est son armure un peu, et donc il a des affectations de cynisme très grands. Mais il faut peut-être là creuser la surface, parce qu'il va prendre le protestantisme en haine quand il va faire un séjour à Copenhague où il va être mal reçu. C'est au moment où il a décidé de devenir artiste, il n'a plus d'argent, il n'a plus rien. Ce séjour à Copenhague, c'est la fin de sa liaison avec Mette. C'est pas une rupture, parce qu'ils vont s'écrire après sans arrêt. Gauguin va penser qu'il va récupérer sa famille, qu'il va pouvoir vivre de sa peinture et les retrouver. Et ça n'arrivera jamais. Mais c'est surtout sa belle famille avec qui il va être en conflit total. Et après, il n'a que des mots durs sur le protestantisme danois, ça c'est sûr. Comment s'est-il transféré de Arles aux îles Marquises? Pas longtemps après, d'ailleurs. Pas longtemps. Enfin, aux îles, d'abord à Tahiti. Et Marquise, c'est vraiment tout à la fin. Mais pas très longtemps après l'épisode Van Gogh, qui l'a sûrement marqué beaucoup plus qu'on ne dit souvent. Parce que comme ça s'est fini par une oreille coupée, leur histoire, pas un soir de Noël, mais pas longtemps avant, une fin où quand même Vincent l'a quand même poursuivi avec un rasoir. Et il n'a pas assisté à l'oreille coupée, Gauguin, il est parti avant, mais il n'avait pas encore déménagé de l'hôtel où il était. Et quand les gendarmes sont venus le chercher, en pensant qu'il avait assassiné Van Gogh, donc il a trouvé à nouveau Van Gogh chez lui en sang, parce qu'il y a eu, entre-temps, il s'était coupé l'oreille qu'il avait offert à une jeune fille dans la maison close près de chez lui. Et puis ils se sont aperçus, heureusement, que Van Gogh vivait toujours, sinon c'était presque la guillotine pour lui. Donc c'était quand même une nuit de panique. Et après, je pense que ça l'a marqué aussi, mais au-delà de ce côté roman policier, là, je pense que voyait ce qu'il a vu dans Vincent, c'est peut-être d'ailleurs sa propre destinée à venir. Ça a eu un effet miroir qu'il a longtemps rejeté. Cet homme qui meurt ou qui devient fou pour son art, enfin je veux dire, toujours l'artiste martyr, il a vu ça dans Vincent, c'est sûr. Et ça l'a marqué parce que juste après son retour
à Paris et en Bretagne à nouveau. Il va faire une magnifique toile du Christ, un autoportrait en fait en Christ au Mont des Oliviers, mais il se donne la chevelure rousse de Vincent. Et quand on lui demande ce qu'il a voulu faire, il va répondre c'est la tristesse, la grande tristesse, l'écrasement de l'idéal de l'artiste. Donc c'est comme ça qu'il voit Van Gogh et d'une certaine manière, il s'amalgame à lui là-dedans. Il a fait aussi d'ailleurs un objet très, très beau, d'ailleurs, une espèce de cruche, de vase, où il donne son propre profil à la cruche, mais il enlève l'oreille. C'est intéressant quand même. Et il dira dans une lettre, parce que souvent on le croit insensible, mais je pense que c'est dû à son espèce de côté un peu arrogant, mais dans une lettre, il dit que ça a amené une débâcle intérieure chez lui. Donc en fait, ils se sont quand même pas mal brisés mutuellement, ils se sont mis dans le doute, et à la fin ils se terrorisaient, je pense. Je pense que Gauguin aussi il dit ça tardivement, mais il n'y a pas de raison de ne pas le croire, que Vincent venait le regarder la nuit dormir. Donc il y a cette fascination quand même. Et évidemment, Gauguin, ça le réveillait, donc il est allé... C'est pour ça les dernières nuits, il les a passées à l'hôtel, en fait. C'était très effrayant oui. De se réveiller avec Vincent Van Gogh. Oui, il lui disait, mais d'aller se coucher. Donc il y a une espèce de comme ça chez... Mais Vincent, c'est différent. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit du côté de Gauguin par rapport à Vincent. Et Vincent a une admiration, c'est vraiment un des premiers grands admirateurs de la peinture de Gauguin. Il l'adore, je ne sais pas comment dire. Je pense qu'il aime l'homme aussi. Il a une espèce d'admiration fascinée pour l'homme. Je pense que c'est indéniable. Peut-on dire que Gauguin, comme Van Gogh, a cherché un Christ hors des églises, un Christ incarné dans la chair, la douleur et les marges? Oui, ça c'est certain, oui, c'est certain. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas le même Christ, mais chacun a le sien. Mais oui. Dans la douleur, peut-être plus chez Gauguin, comme je disais. On sait que Vincent a connu la douleur, mais son Christ, c'est plutôt celui qui le ramène à la joie, j'ai envie de dire. Alors que Gauguin, c'est avec lequel il peut s'enfoncer se nourrir de sa douleur, je dirais ça. Mais oui, je pense qu'ils sont profondément... oui, sans église, c'est clair, chez les deux. Je pense que Vincent a mis un point final à tout ça, aux églises, dès qu'il s'est engouffré dans la voie artistique. Et Gauguin, après l'expérience danoise, déjà l'expérience catholique du séminaire, ça lui a pas tellement réussi. Il dira, ça m'a servi parce que ça m'a appris à ruser pour contourner la loi. Donc, il est très ironique, mais donc on ne peut pas dire que ça a eu... Par contre, la Bible, oui, non, mais la Bible, c'est certain, parce que je pense qu'il avait gardé la Bible de son mariage. Après le mariage, on donnait aux époux une Bible. Je pense que c'est toujours celle-là, la Bible d'Osterwald, et les extraits qu'il cite tout à la fin de sa vie semblent tirés de cette Bible-là. Le départ de Gauguin vers Tahiti est souvent lu comme une fuite. Peut-on aussi l'interpréter comme une quête spirituelle, voire une forme d'ascèse ou de réinvention religieuse? Je pense que c'est un peu tout à la fois. Faut pas oublier l'extrême pauvreté dans laquelle il est. Je pense que Vincent Van Gogh a jamais connu une pauvreté pareille. Je pense que là, il faut... Donc son idée aussi est Tahiti pour essayer d'y trouver de quoi vivre. Il y a ça d'abord. Il avait déjà tenté sa chance au canal de Panama, où ça lui a, comme simple ouvrier, en fait, pour la percée du canal. Il en est revenu avec la dysenterie, le paludisme, enfin bon. Donc ça, c'est un dernier essai pour essayer à Tahiti, parce qu'on lui a dit qu'à Tahiti, il y avait des chances, peut-être. Il avait pensé au Tonkin d'abord. Donc il y a cette idée, matériellement, d'arriver à sortir d'une impasse matérielle. Il propose même à sa femme, Méthode, de le suivre à Tahiti. Elle dit non, ça lui paraît complètement déraisonnable, évidemment. Mais donc, c'est un peu tout. Mais c'est aussi son goût du voyage. Il a le voyage dans le sang, c'est certain. Donc, quête spirituelle, oui, quête artistique au départ. Au départ, quête artistique. Mais il est intéressant de voir que les femmes qu'il a aimées à Tahiti, aux Marquises, sont toutes protestantes quand même. Elles sont toutes de culture maori protestante. Quand on regarde leur œuvre aujourd'hui, respective à Gauguin et Van Gogh,
Lequel des deux vous semble avoir poussé le plus loin la question du sens, du salut et de la transcendance ? Alors, c'est difficile à dire. Je pense que pour moi, c'est un peu égal, par des moyens totalement opposés. Je veux dire, comme je disais, Gauguin, c'est un homme du rêve. C'est le rêve. On ne peut pas renoncer non plus au rêve. Je veux dire, qu'est-ce qu'il va trouver à la fin de sa vie ? Sûrement, il est déçu, mais en même temps, il va donner naissance à une sorte de grande mythologie personnelle, une espèce d'histoire de l'humanité qui refait à sa manière. C'est fascinant parce que c'est complètement inventif. Après, effectivement, ça n'a rien à voir avec Van Gogh, mais je pense que les deux sont aussi importants que le jour et la nuit. Je ne sais pas comment dire. C'est un petit peu ça, quoi. Oui. Ils se retrouvent au bout du chemin dans une transcendance commune. Parce que même si Vincent a envie de décrire le réel comme il est, bon, il le traverse tout de suite, c'est par une sorte d'explosion qui n'appartient qu'à lui. Oui, Gauguin, c'est évident aussi qu'à travers qu'on se perd dans cette mythologie. On sent que c'est pas que du passé chez Gauguin, c'est pas un passéiste au fond. Il a envie de retourner à des sources anciennes, mais c'est pour un avenir de l'humanité. Je trouve très intuitif Gauguin. C'est plus je dirais que Van Gogh est dans le présent, comme je disais tout à l'heure, un peu, et Gauguin dans passé et avenir, je veux dire. Mais on a besoin de tout, on a besoin de tous les temps, de toute façon. Je ne peux pas dire qu'il y en a un est supérieur à l'autre sur le plan de... je pense que tout est précieux, là, je veux dire. Je pense qu'il fait partie, Gauguin, Van Gogh, j'ajouterais Cézanne, sont vraiment les trois peintres qui vont vraiment ouvrir une postérité inouïe avec des chemins complètement divergents. Pour conclure, que nous dit cette amitié brisée entre Gauguin et Van Gogh sur la difficulté, mais aussi la nécessité de faire dialoguer art, foi et fraternité ? Vous le faites en tant que critique d'art dans les colonnes de l'hebdomadaire Réforme. Qu'est-ce que ça nous... qu'est-ce qu'on peut en tirer je ne sais pas, c'est intéressant qu'il y ait eu cette collision, parce que c'est la seule personne, je dirais, qui est venue à Arles voir Van Gogh. Donc déjà, il a fait ce chemin. Et comme je disais, c'est quelqu'un d'intuitif. Je ne sais pas comment dire. Il a été poussé par cette intuition. Après, qu'est-ce que ça nous apprend là ? D'abord, l'impossibilité de vivre à deux, déjà, dans leur cas. Mais aussi, justement, cette friction de deux idéaux qui vont dans des sens apparemment opposés, mais où il y a quand même des grandes retrouvailles artistiques, quelque part. Quête d'authenticité, quête de révélation de soi. Je pense que quand même, l'un révèle l'autre. En tout cas, c'est très évident que Vincent aime Paul Gauguin. Ça me semble évident. Je veux dire, c'est sûrement après la rencontre fraternelle, de son frère, l'amour de son frère, c'est quand même le frère en art qu'il a choisi, qu'il a voulu, qu'il a choisi. Et l'autre se démène là-dedans. Et il n'en veut pas au fond parce qu'il voit son propre destin, je pense. Donc c'est une belle histoire d'amour raté, je dirais. Voilà ce qu'on peut en tirer au fond. Et décalé aussi, parce que je pense que décalé, parce que Gauguin comprendra la peinture de Van Gogh beaucoup plus tard. Il commence à la comprendre dans la première exposition de Van Gogh, dans une exposition collective. Vincent est encore vivant, il est à Saint-Rémy, à l'hôpital. Et Gauguin lui écrit, parce qu'il continue après à communiquer, et Gauguin lui écrit « On ne voit que vous ». Donc c'est comme si brusquement ça lui était entré dans les yeux d'une manière... tant qu'il vit avec Vincent, sans que Vincent l'agace tellement qu'il n'a pas envie de l'admirer, ça c'est certain, je veux dire. Et mais je pense que c'est deux électrons libres de l'art qui avaient quand même quelque chose à départager.
Et quand même, c'est quand même en 1900, il meurt en 1903, Gauguin. C'est les années qui précèdent sa mort qu'il écrit sa rencontre avec Vincent Van Gogh. Il le fait aussi pour se justifier, parce qu'on l'accuse bien à tort d'avoir été comme le bourreau de Van Gogh, alors qu'il est absolument innocent de la première grande crise de démence de Vincent, mais qui aurait eu lieu sûrement à un moment ou à un autre. Mais c'est vrai que c'était la présence de Gauguin a dû accélérer le processus, ça c'est sûr. Vous avez publié récemment Lettre à un jeune chercheur spirituel. Non, Lettre à un jeune chercheur de Dieu. Chercheur de Dieu, pardon, je confonds les titres qui ont parlé de votre ouvrage dans la presse. Lettre à un jeune chercheur de Dieu, c'est aux éditions Labor et Fides. Et Van Gogh comme Gauguin l'ont été l'un et l'autre. Est-ce que vous pouvez, pour conclure vraiment, donner une ou deux clés de lecture à un jeune chercheur de Dieu qui le ferait à travers la peinture, celle de Gauguin ou de Van Gogh? Y a-t-il une œuvre qui vous parle particulièrement? Une œuvre de l'un ou l'autre ou de... toutes les œuvres, en fait. Je pense qu'il y a une pensée religieuse très profondément inscrite dans Vincent, comme dans Gauguin, d'ailleurs. Et alors, chez Van Gogh, tout de suite, ça explose à la figure. Je dirais, c'est tout de suite évident, immédiat, très immédiat. Chez Gauguin, c'est plein de tours et de détours, comme une espèce de rébus magique, je dirais. Mais je pense que si on se laisse simplement aller regarder simplement ces toiles et d'y rester le temps nécessaire pour être... je dirais que Van Gogh touche l'émotion tout de suite, très très fortement. Et elle est religieuse au fond, oui. Et chez Gauguin, c'est plutôt de l'ordre de la fascination du regard, je trouve. Et après, on a du mal à s'en décoller. Mais ça a tellement un rapport avec le mystère de l'existence, de toute façon. C'est Mallarmé disait, qui a été ami de Gauguin. Gauguin a beaucoup de chagrin à la mort de Mallarmé. Mallarmé disait en parlant des œuvres tahitiennes d'ailleurs de Gauguin, que de mystère dans tant d'éclat. Le mystère est peut-être quelque chose qui est le plus net chez Gauguin, enfin le plus évident. Donc je peux pas dire qu'il y a une œuvre particulière en fait. Ces femmes l'ont beaucoup inspiré, peut-être qu'on peut en parler un peu, parce que c'est un sujet de débat qu'il faut oser l'empoigner, surtout les très jeunes femmes de la fin de sa vie, tout en remettant les choses dans leur temps, hein, parce que c'est quand même important de dire que quand même à Tahiti, dans ces époques-là, on est quand même au 19e siècle encore, hein. Les filles étaient souvent mariées à 14 ans, hein, donc il n'a choqué personne avec ces femmes. Il les a aimées souvent. Enfin, il y en a 3 qu'il a aimées, toutes protestantes, comme je dis, c'est-à-dire liées à des communautés protestantes, et toutes très inspirantes pour lui. De toute façon, les chefs-d'œuvre de Gauguin, il y a une femme à côté. Sur ce plan-là, il est un peu comme Picasso, je dirais. Il tient toute son inspiration des femmes. C'est les conductrices de lumière, c'est des femmes. Et il est plus doux que Picasso, nettement. Mais la dernière, notamment, celle des Marquises, est assez remarquable. Elle s'appelait Taoua, je ne saurais pas le prononcer peut-être. Et elle l'a introduit, je crois qu'il faut en parler, elle l'a introduit dans une petite communauté maori protestante, dirigée par le pasteur Paul Vernier, dont parle beaucoup un livre intéressant, celui de Othon Prince, écrit un livre sur Gauguin et le protestantisme, très utile sur ce plan-là. Paul Vernier, donc le pasteur d'origine française, mais quand même né à Papeete, dirige cette petite communauté que va beaucoup fréquenter Gauguin dans les derniers temps de sa vie, quand il est très, très malade, hein. Il sait son temps compter. Au début, il va dire des choses horribles sur ce pasteur, puis finalement... Mais ça, c'est très comme ça, hein, il est comme ça. Hein, ça peut varier d'un extrême à l'autre très vite. Quand il écrivait à sa femme, juste après leur rupture, sa femme Mette, il y a une lettre assez incroyable.
il l'assassine, et puis il dit que mes enfants pensent n'importe quoi de moi, ça m'est complètement indifférent ce que mes enfants... Et puis à la fin de la lettre, il marque « Je vous adore, je vous adore ». Donc je veux dire, il a ce côté complètement d'instabilité émotionnelle quand même très fort. Mais peu à peu, il se rapproche de cette communauté. Et il va même, alors là c'est très maori, il va faire une espèce d'échange du sang avec le diacre de cette communauté, qui s'appelle Tioka, donc il va devenir un grand ami. Donc il est quand même lié à ce... c'est surtout aux marquises parce qu'il souffre physiquement déjà, et que le pasteur est en même temps le médecin de l'endroit, enfin le médecin, le soignant. Et donc Gauguin l'appelle à plusieurs reprises. Donc, ils ont quand même des grandes discussions intellectuelles sur l'art, surtout sur l'art en fait, mais sûrement aussi sur la théologie. Donc c'est intéressant parce que aux Marquises, Gauguin est beaucoup plus proche de la population autochtone. Et il faut dire aussi que le protestantisme dans ces îles est venu avant le catholicisme et avait eu le temps de rentrer assez profondément dans la population locale. Donc il trouve un peu là cette espèce de métissage qu'il aime tant, justement, entre quelque chose d'un culte ancien, d'une culture ancienne, ancestrale, et puis le christianisme, en fait. Je pense que... Et ça se passe encore avec des protestants, c'est ça qui est... Et même la première qu'il rencontre à Tahiti, d'ailleurs, il a un très beau tableau d'elle où il l'a fait dans sa blouse de missionnaire protestante, où il l'a peint comme ça. Donc voilà, mais c'est un tissu de contradiction, hein, Gauguin, de toute façon. Merci Martine Lecoq d'avoir levé le voile sur le mystère du Gauguin protestant, ami de Van Gogh, oui. Nous avoir conduit pour finir jusqu'au Peut-être une petite phrase qui est intéressante sur Gauguin et qui fait qu'on peut aimer malgré tout, qu'on peut aimer l'homme malgré ses excès, malgré effectivement son érotomanie, je dirais, justement dans les derniers temps. Les anticolonialistes lui en veulent aussi, ils ont tort parce qu'il a toujours détesté les colons, mais il est un homme du 19e siècle simplement, donc c'est assez ambivalent évidemment. Mais une chose est sûre, c'est qu'en tout cas, il est très, je dirais presque désespéré de la disparition de la culture maori à ce moment-là, recouvert par les colonialismes. Il est vraiment très sincèrement attaché à est vraiment désolé de l'agonie lente de cette culture sous les coups du colonialisme, c'est sûr. Et je vais pour finir quand même dire une petite citation de Van Gogh, justement, sur Gauguin, parce que je pense que c'est très juste. Il dit, en parlant de Gauguin, c'est un être vierge, mais avec des instincts de sauvage. Je crois qu'on a vraiment la double nature de Gauguin, le côté, sa pureté profonde, qui existe, qui est réelle. Quelqu'un parle aussi, un témoin parle de son sourire très doux, alors qu'il est complètement, en même temps, il parle haut et fort, souvent violemment, mais il a un sourire très doux. Et c'est très modeste, ajoute le témoin en question. Donc c'est cette double nature comme ça, l'être vierge et le prédateur à côté, qui est réel aussi, je pense. Voilà. Merci Martine Lecoq pour la découverte de cette amitié entre Van Gogh et Gauguin et votre regard protestant. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous.